Et alors, comme tu le sais, Armelle, c'est ici, sur le site rémois de l'INSPE, de l'université, qu'on peut trouver donc la sérigraphie de l'URSSA qui t'a inspiré, qui est d'ailleurs ici depuis seulement quelques temps. Ah, elle était où auparavant ? Alors auparavant, elle était sur le campus Moulin de la Housse, dans la salle des actes. Qui était une salle de conseil. Il y a eu des changements qui ont fait que petit à petit, elle est venue ici, donc maintenant il y a à peu près 4 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle peut être vue par les étudiants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc nous voici en présence du LURSSA de l'URCA. Formidable. Donc c'est une sérigraphie. C'est pas une tapisserie, c'est une sérigraphie qui date de 1959. Oui. Tu me disais qu'elle avait une histoire assez particulière, assez énigmatique. Oui, énigmatique pour l'université. On ne sait pas bien pourquoi elle est là en fait. D'accord. Est-ce qu'elle a été achetée? Est-ce que c'est un cadeau? Il n'y a aucune trace de ce type-là. Et par rapport au titre, tu me disais qu'elle avait changé de titre aussi à une époque. Oui, alors pendant très longtemps, elle s'est appelée La Mer. Ouais. Ce qui est assez... Ce qui se comprend, puisqu'il y a des poissons. Ça ressemble moins à un aquarium qu'à un espace marin. Exactement, et on sait maintenant, c'est même certain, puisque ça a été précisé par la fondation LURSSA, que c'est une œuvre qui s'appelle Aquarium, dont d'ailleurs le titre est présenté sur la signalétique qu'on a mise en place, pour laquelle d'ailleurs les étudiants peuvent aller jusqu'à flasher le QR code qui est là, et donc avoir des renseignements sur l'œuvre. Exactement. On reconnaît bien la signature de l'URSSA, la signature emblématique. Oui. Son vocabulaire esthétique également. Exactement. Ouais. Le côté, le LURSSA, ce type de signature, peut-être moins aujourd'hui, mais pendant longtemps, a été extrêmement populaire. Ouais. C'est un artiste qui a une dimension importante, comme tu le sais, au niveau qui a été apprécié. Il a une popularité importante, un peu au même titre que celle de Picasso, par exemple. Il a eu une renommée mondiale, même à une époque, dans les années 60-70. Il a été aussi l'auteur d'un renouveau de la tapisserie moderne, c'est-à-dire qu'il est précurseur dans son métier aussi. Et ça, on l'a un peu oublié. Exactement. Quoi qu'il ne s'agisse pas d'une tapisserie, ce que nous regrettons, peut-être le carton d'une tapisserie. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un multiple et il en existe plusieurs. Là aussi, le détail de l'histoire n'est pas très très connu, mais il semblerait qu'il y en ait eu un certain nombre qui ont été faits, un nombre important qui aurait été rappelé par l'URSSA lui-même, qui n'était peut-être pas nécessairement content de l'impression des couleurs. L'imprimeur qui a organisé ça s'appelant Corot. Et donc sur Internet, on peut trouver, nous avons trouvé, tu as trouvé d'ailleurs certaines différentes versions de l'œuvre. Voilà, où on s'aperçoit que le dessin est toujours le même, mais par contre c'est les couleurs qui changent. Et nous donc on a la version en orangé et bleu. Alors on peut revenir sur le foisonnement, sur ce graphisme vraiment très particulier, avec c'est acéré. C'est pointu, il y a quelque chose d'agressif. D'ailleurs, les poissons n'ont pas l'air sympas, ils sont piquants. Et cette dimension, il y a une violence dans ce genre de... Moi, c'est ce qui m'a pas alerté comme ça de suite, mais si tu veux, je les trouve assez laids, ces poissons, enfin, assez presque guerriers. Enfin, quand tu t'approches et que tu regardes la tête qu'ils ont, ils sont complètement hérissés. On a l'impression qu'ils ont les entrailles à vif et qu'on voit des arêtes, par exemple, à l'intérieur. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de désossé. Et en fait, ils sont ouverts, on parle d'un aquarium, ça a l'air mignon comme ça, mais plus tu t'approches et plus tu regardes les détails, plus tu as envie de fuir presque. Tu vois. Et en fait, si on prend comme exemple ces deux poissons éventré, j'ai envie de dire. Moi, je ne peux pas faire autrement que de penser à Jean LURSSA, il est né en 1892. Donc, il a malheureusement vécu les 2 guerres mondiales, cet homme-là. Et en allant voir ces tapisseries, la grande série des tapisseries Le Chant du Monde à Angers, au musée Jean LURSSA, justement, je me suis rendu compte à quel point cet homme-là avait été choqué par les guerres,
alors, il parle des deux guerres. Hein, puisqu'il a fait les deux. Quand lui dit qu'il a été choqué, il a d'abord été choqué parce qu'il a fait un passage par les tranchées. Donc, il a été quand même face sûrement à des entrailles humaines, à mon avis. Et ensuite, le deuxième coup de grâce pour lui, c'est Hiroshima. Et donc, je pense que cet homme-là a dû être d'abord traumatisé par ces deux guerres et par ces événements inaudibles, encore aujourd'hui pour nous, alors qu'on ne les a pas vécus, et choqué par la possible disparition de l'espèce humaine. Oui, on en revient à la présence-absence humaine. Ici, il est présent par le vase, mais il est d'abord absent. Ouais. Et ça, la grande tapisserie qui est au musée d'Angers ne parle que de ça. Et c'est sans doute aussi présent dans une œuvre tardive, hein, puisqu'on est en 1959. Et qui pourrait paraître décorative. Oui. Mais finalement, c'est sa philosophie qui transparaît et qui affleure à chaque fois. Ouais. Moi, c'est ça qui me le rend émouvant et extrêmement sympathique, cet homme-là. C'est-à-dire qu'il donne l'impression de faire des tapisseries décoratives, mais en fait, il ne parle pratiquement que de destinée humaine. Et ça, c'est quand même assez puissant, qu'à travers une forme assez rigolote et populaire, enfin rigolote, je m'entends en disant ça, quelque chose d'assez plaisant, esthétique, il va finir par nous parler d'une possible disparition de l'espèce humaine. Et ça, c'est quand même un tour de force. Exactement. Dans une œuvre graphique comme celle-là. Et alors, en parlant de ces poissons agressifs, l'une des raisons pour lesquelles on est devant ce tableau, c'est parce que toi aussi, tu as réalisé une sculpture, le combattant. Oui. Qui est un poisson. Oui, ça c'est un poisson. Agressif et combattant. Oui. Hein. En fait, oui, c'est le... Je ne sais pas si l'explication comme ça, elle n'est pas plus intuitive que construite et pensée chez moi. C'est-à-dire que j'ai su par Françoise Mittelett, qui était à l'époque, il y a quelques années, directrice du service universitaire de la culture à Reims, qui m'avait parlé de cette œuvre-là. Et sachant que c'était un aquarium, je me suis dit, j'ai envie de produire un vis-à-vis avec cette œuvre de Lursa. Et en regardant l'œuvre, je n'ai pas de suite pensé à ce que moi-même j'allais produire. Tu vois, c'est-à-dire que les années passant, je me suis sûrement imprégnée de l'œuvre au point que j'ai donné un pendant à cet aquarium à travers un immense combattant asiatique. En fait, en couture. Voilà. Alors ça, tu m'as dit que le plus simple, c'était que nous en reparlions dans ton atelier. Ben, c'est ce que nous allons faire. Eh bien, on y va. Allons-y. Allons-y. Armelle, donc nous sommes dans ton atelier et donc oui, la question, c'est la même que tout à l'heure. Et Jean Lursa et ton travail qu'on voit ici, tu peux nous donner quelques précisions? Oui. Alors, Jean Lursa, en fait, je l'ai rencontré, pas personnellement, mais à travers ses œuvres, au musée d'Angers. C'est un musée qui s'appelle le musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine. Donc, c'est un lieu intéressant à double titre. D'abord, c'est un musée qui abrite la très très belle série de tapisseries de Jean Lursa qui s'intitule Le Chant du Monde. Et que j'ai découverte il y a quelques années, que j'ai trouvée magnifique. Donc en fait, on va dire, il y a une petite dizaine d'années, j'ai découvert ce musée et je me suis intéressée progressivement à Jean Lursa. J'ai eu la chance de retourner plusieurs fois dans ce musée parce que j'ai participé à des concours de textile. Donc je me suis vraiment de plus en plus intéressée à ce que c'était que la tapisserie, à ce que c'était qu'une utilisation contemporaine de la tapisserie. Et au fur et à mesure des années, j'ai développé de mon côté une création qui utilisait des canevas
populaire qu'on connaît tous, qu'on trouve aux Emmaüs à moindre coût. Et donc j'ai développé une série d'œuvres liées au transport poétique, comme par exemple une pirogue géante entièrement recouverte de canevas, une 4L aussi qui s'appelle Motilus et qui est également recouverte d'une robe de canevas. Donc cette question de la tapisserie m'a occupée, et encore jusque maintenant, m'a occupée dans mon processus artistique. Donc parlant à Françoise de cette passion pour Jean Lurçat, pour ce goût de la tapisserie, elle me dit « Mais Armelle, sais-tu que nous avons un Lurçat au sein de l'université de Reims ?» Et je lui réponds que non, bien évidemment, je l'ignorais. Université où tu as été étudiante. Où j'ai été étudiante il y a très longtemps, pendant quelques années, étudiante en lettres. Et donc, à partir de cette découverte, on a eu envie, toutes deux, d'inventer une conversation plastique entre cette œuvre patrimoniale de l'université et une production spécifiquement réalisée pour entrer vraiment en discussion très fine avec l'œuvre de Lurçat. Oui, donc tout à l'heure, justement, tu nous parlais du fait que tu avais été étudiante à l'université, tu as fait des études de lettres. Oui. Et je sais, parce que tu m'en as parlé, que le texte, la littérature, c'est quelque chose d'important. Et tu m'as aussi parlé de Pénélope, oui, qui, évidemment, a un lien avec le sujet. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Pour une artiste femme, c'est intéressant aussi d'avoir en miroir, pour grandir, d'autres artistes femmes. Alors évidemment, plus près de moi, il y a Louise Bourgeois, bien sûr, qui elle-même aussi utilisait la tapisserie. Mais si je me replonge dans mes influences littéraires, évidemment, je tombe sur Pénélope. Et Pénélope, c'est une figure qui m'accompagne depuis une quinzaine d'années, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui résiste aussi aux interprétations, tu vois. C'est quelqu'un qui est assez irréductible. Et d'autant plus que dans le mythe, puisqu'on parle finalement du mythe d'Ulysse, bien plus que le mythe de Pénélope finalement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller creuser derrière ce qu'on croit savoir d'elle. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus touchée dans ce personnage, c'est que c'est une figure de l'attente. En fait, pendant 20 ans, on l'imagine attendre son mari, j'ai envie de dire un peu bêtement, alors qu'elle a des prétendants, elle a beaucoup d'opportunités. Mais non, elle reste fidèle et elle est combative, elle est même vindicative et en même temps elle est rusée, comme son mari finalement. Tu vois, elle va essayer de tromper la vigilance de ses prétendants en produisant une œuvre. Mais imagine que tu l'as produit pendant 20 ans. Enfin, pour moi, c'est un exemple absolu de droiture et de persévérance. Et donc, elle produit une œuvre, et ce n'est pas tant le produit de l'œuvre qui l'intéresse que le processus, finalement. C'est-à-dire qu'elle va produire, démonter, produire, démonter, et ça, je trouve que c'est un va-et-vient fascinant, en fait. Et pour moi, c'est une figure absolue de la créatrice. Ça me plaît, ça. Donc, forcément, c'est on va dire une figure mythologique et en même temps une sorte de modèle pour moi de constance, tu vois, d'exactitude, de persévérance, et ne pas s'attacher non plus au produit de ce qu'on fait, mais surtout au processus qui nous fait grandir. Donc, c'est pour moi vraiment un modèle, tout simplement. Bon, et si donc il y a d'autres œuvres. Tu as cité tout à l'heure une pirogue. Là aussi. Cette pirogue, c'est son vrai titre, c'est Rives secrètes. Et c'est une installation, plus exactement. C'est une pirogue de 6 mètres de long, mais vraiment une véritable pirogue qui a été transformée. Et à l'intérieur de l'habitacle, on va dire, les tapisseries qui ont été utilisées sont des tapisseries de grand-mère, des vieilles tapisseries, comme je te disais, qu'on trouve chez Emmaüs.
Mais le point de croix, ce genre de choses. Voilà, choisi de telle façon que je restitue à l'intérieur de la pirogue les déambulations d'Ulysse. Et en fait, je fais comme si c'était Pénélope qui avait produit pour son mari le moyen de transport poétique de son, on va dire, de son évolution initiatique. Tu vois ? Donc, dedans, tu vois le visage de Pénélope, ce que j'imagine être le visage de Pénélope, le visage de Télémaque, le visage du marin buriné. Hop, ça sera Ulysse. Des amours triangulaires, forcément, puisqu'Ulysse, lui, ne se gêne absolument pas pour s'amuser en cours de route. Et donc, évidemment, tout ça symbolisé par des oiseaux, des animaux, enfin, en fait, tout un bestiaire assez rigolo qu'on trouve dans l'imagerie populaire du canevas, c'est-à-dire c'est pas moi qui le fais, donc je choisis et j'adapte. Et donc ces rives secrètes, c'est justement le voyage intérieur. Rives secrètes, c'est comment nous, en tant qu'humains, on réalise notre propre voyage intérieur dans le courant de notre vie. À travers l'idée du fil, il y a ça derrière, le fil qui est aussi le fil du voyage et le fil de la tapisserie. Est-ce que c'est une entrée? Oui, le fil d'une narration aussi, le fil d'une vie. Et comment nous, chacun individuellement, on le tisse à son propre vécu. C'est-à-dire comment on produit le fil de sa propre vie. Ouais, je trouve ça très intéressant de se questionner là-dessus. On se rapproche finalement pas mal d'une œuvre pourtant si différente, et celle sur laquelle on a commencé, qui elle aussi est une œuvre qui travaille sur le fil et le tissu et le textile, qui est celle de l'Ursa. Continuons, et Motilus, alors, c'était quoi? Alors Motilus, c'est peu ou prou, disons, le même principe d'un objet de transport poétique. Je pense qu'il est même plus proche de ma vie, puisque mes parents avaient une 4L, donc je n'ai pas choisi la 4L par hasard. Et je lui invente une vie presque mythique, puisque la 4L, aujourd'hui, c'est un peu un objet mythologique d'une certaine façon, ou en tout cas d'une période révolue. Oui, que j'ai connue. Que tu as connue. Et cette 4L, elle porte en fait une imagerie poétique et mythologique. Donc je recommence là sur l'imagerie qui est mise en place, c'est par exemple une lectrice, comme Pénélope peut être lectrice à un moment donné. La lecture ou la tapisserie, pour moi, c'est très proche, c'est-à-dire qu'on tricote quelque chose, on invente quelque chose, on entre en soi et on produit des images. C'est là où on va dire que texte et textile ont la même, c'est finalement, on produit un fil, le fil d'une histoire. Et en fait, à partir de ce personnage de tapisserie populaire, des ronds vont émerger et toute une histoire va se développer. Et en fait, on sent bien que si l'histoire existe, c'est parce qu'en amont, il y a un personnage qui rêve. Et en fait, Pénélope, c'est une grande rêveuse aussi. C'est une grande créatrice, mais aussi c'est une psyché exceptionnelle. Donc en fait, toute la voiture va être habillée de l'histoire de son mari et de ses aventures. Elle imagine les aventures de son mari, si tu veux. Voilà. Donc il y a quelque chose qui l'habille, et tu m'as dit que, sans d'ailleurs l'avoir fait exprès, parmi les étoffes à partir desquelles tu as construit cet habit de la 4L, il y a aussi un oiseau de feu. Il y a un oiseau de feu. Racheté chez Emmaüs aussi, sans doute. Tout à fait, oui, très très probablement. Ou donné par des amis, parce que tout le monde sait maintenant que je collectionne les canevas de grand-mère. Et donc de l'Ursa. Exactement. Enfin, du moins d'après l'Ursa. C'est une interprétation, parce que j'en ai un autre ici que j'ai repris, que j'ai pris le temps d'observer, et je vois bien que c'est pas exactement la patte de l'Ursa, mais on sent bien que c'est une réinterprétation de ce qu'a pu être une tapisserie de l'Ursa dans les années 70. Et c'est un clin d'œil involontaire, mais plaisant.
Donc sur cette table, il y a des outils, les outils avec lesquels je travaille le plus souvent, et il y a les cousus, oui. qui sont donc ce type de production qui va avoir un lien fort avec ce que tu nous présentes avec le combattant. Oui. Bah, j'ai commencé par une série dans les années 2000. C'était mes débuts d'artiste, en fait. Et j'ai commencé par produire des volumes comme ça, avec de la toile à peindre et du fil rouge. Et c'est une série qui est devenue presque un mode d'expression à lui seul, et donc que je n'ai jamais abandonné. Donc c'est une technique très simple, à la limite du primitif, car j'insiste, je ne suis pas couturière. Et en fait, mon objectif dans ce type de proposition-là, c'était vraiment de créer on va dire un univers qui soit à la fois, qui rende compte à la fois d'une certaine crudité, quelque chose qui est presque sanguin, presque organique, et en même temps développe des formes assez élégantes, tu vois, dans une espèce de contraste un peu inconfortable, de montrer une forme d'envers du décor, mais encore avec un peu de prestance. Oui. Tu vois, de montrer un désordre, mais un désordre qui reste vivant, et un désordre qui reste quand même humain. Oui, sans trop dévoiler ce qu'on verra dans l'installation sur le combattant, il y a aussi, par la couleur, par le désordre dont tu parles, quelque chose qui montre une certaine agressivité, violence, choses comme ça. Oui, ben c'est ce qu'on a vu ce matin en regardant l'œuvre de Lursa, quand on parle d'une espèce d'agressivité des poissons qui donnent l'impression d'avoir le ventre à l'air, tu vois. Moi, c'est sûrement d'ailleurs intuitivement ce qui m'a alertée chez lui, c'est-à-dire qu'il montre une forme d'envers du décor aussi, lui. Il montre un intérieur qui devrait être caché. Et en fait, cette obsession, moi, de coudre toujours d'une façon visible, tu vois, les fils sont toujours apparents, je ne coupe rien, même à la limite, je garde religieusement, tu vois. Pour moi, c'est très important d'avoir une couture qui ne soit pas forcément belle, mais qui peut-être écrive une histoire du vivant. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que moi-même, quand je suis en train d'assembler des choses, des pièces de tissu comme ça, et que au début, tout est fragmenté, ça me stresse en fait. Je commence à coudre et tu vois, oulala, ça va pas. Il faut vite que ça soit rassemblé. Et c'est pour ça, quand tu me disais, Armelle, tu parles de suture, mais il y a un côté comme ça où il faut vite réparer, vite recomposer de façon à rendre à nouveau vivant. C'est comme si je partais de la mort et que j'arrivais progressivement vers le vivant. Tu vois, c'est un peu ça la série des cousus, qui est devenue, comme je te disais, une expression à part entière. Et donc, effectivement, par rapport à ce que j'ai ressenti de Lursa et de son aquarium, qui pour moi n'a rien d'un aquarium, mais plutôt d'un cirque à la romaine, si tu veux, où il y a de la menace et potentiellement de la castagne, j'ai pensé que cette technique un peu brute pouvait entrer d'une manière très simple et très intuitive en conversation avec la philosophie de Lursa.
Ultra vif. Armelle Blary affectionne ce mot lorsqu'elle parle de son combattant. Cet adjectif pourrait tout d'abord qualifier le rouge de cette sculpture, comme on dit d'un bleu qu'il est ultramarin ou outre-mer. Le rouge ultra vif est celui du fil qui lui donne forme en cousant ensemble des éléments de tissu blanc crème. Il se lie par l'effet agressif de ce fort contraste de couleurs comme des sutures encore vives sur une peau. Cette œuvre est la dernière création de la série des cousus, commencée par l'artiste au début des années 2000, développée autour de cette relation couture-suture et qui rappelle d'une part que la chair et le derme sont des tissus et d'autre part que le verbe sculpter vient du latin scalpere, qui signifie gratter, griffer et inciser. Les longueurs superflues des fils rouges n'ont pas été coupées, mais au contraire laissées brutes, et font ainsi penser au revers des habits, où les coutures sont apparentes. On reconnaît la beauté majestueuse du poisson qui est figuré, et en même temps, une gêne s'installe, car la sculpture donne l'impression d'avoir été retournée comme un gant. On peine alors à distinguer l'avers du revers, l'endroit de l'envers, le dehors du dedans, le contenant du contenu, et au final la forme du fond. Cette difficulté de discernement est exprimée dans cette œuvre grâce à l'agressivité du rouge, comme une sorte de lutte. Il s'agit même clairement d'un combat pour le maintien d'une présence, d'une existence, celle précisément de ce combattant, ici et maintenant. Si le dialogue entre le poisson combattant d'Armelle Blary et l'aquarium de Jean Lurçat s'installe sans doute au premier abord sur la complémentarité des deux titres et l'importance du textile pour les deux artistes, c'est surtout cette réflexion au sujet de la complexité des relations forme-fond qu'il se résout et qu'il prend toute sa force. Sur l'œuvre de Lurçat, en effet, il faut un regard appuyé et soutenu pour reconnaître les poissons dans leur environnement végétal et minéral, pour discerner les figures de leur décor. Elle exprime donc, elle aussi, à sa manière, et par la peinture cette fois, en l'attente d'une possible tapisserie dont elle serait l'hypothétique carton, l'ontologique imbrication de la forme et du fond. À la suspension des poissons dans l'eau de Lurçat répond enfin le suspens du combattant. Au flot, le flottement. À la mobilité, le mobile. Ainsi, le lieu de l'exposition lui-même devient un aquarium, où le dialogue des deux œuvres se développe alors de manière fluide, enrichi des déplacements, des gestes, des regards et des émotions du public, où la lutte de la forme et du fond exprime, à travers l'art, le combat pour et de la vie. Un combat vif, ultra vif.